Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% Paddock. Aujourd'hui, notre équipe 100% à bloc revient sur ce qui s'est passé à Singapour. Vous l'aurez remarqué, 3 nouvelles têtes autour de la table. On accueille Serena, Baptiste, Camille et Enzo. Un plaisir de vous avoir sur 100% Paddock. Allez, cette semaine, on revient d'abord un peu sur les qualifications puisqu'on a eu une très belle séance avec toi, Camille. Tout à fait Fabio. Alors donc lors des qualifications, plusieurs moments ont attiré l'attention. En Q1, Pierre Gasly a eu un coup dur avec un problème d'huile sur sa monoplace, ce qui l'a obligé à partir des stands après avoir dû changer plusieurs éléments sur sa voiture. Pas de chance pour lui, il a dû se contenter de la 20e place. Pour ne rien arranger, Esteban Ocon a été un peu gêné par Gasly à ce moment-là, ce qui l'a relégué juste devant lui en 19e position. En Q2, les Williams ont connu une séance difficile puisqu'ils ont été éliminés dès cette phase. Mais la mauvaise nouvelle ne s'arrête pas là. Les deux voitures ont finalement été disqualifiées à cause d'un problème technique. Leur système de DRS s'ouvrait trop. Donc, et cela ne respectait pas la réglementation. C'est ça, 85 mm, donc c'est un tout petit peu plus que ce Déjà censé. que la Williams c'est une fusée en ligne droite, si on commence à ouvrir encore plus le DRS, ça risque d'être compliqué. Donc voilà, ça a entraîné leur disqualification. Et en Q3, il y a eu un petit peu de spectacle quand même. Parle-nous-en un petit peu plus. Ouais, en Q3, on s'est un peu plus amusé. Donc un spectacle plus enthousiasmant. Russell a réalisé une performance exceptionnelle et il a réussi à décrocher la pole. Il a même battu 2 fois le record du tour du circuit, montrant une forme impressionnante. Verstappen finit juste derrière lui deuxième, suivi d'Oscar Piastri et Antonelli aussi, performance à souligner, qui finit quatrième, un excellent résultat pour lui. En revanche, certains pilotes ont déçu. Je pense notamment à Norris, Hamilton et Leclerc, qu'on espérait voir un petit peu plus haut. Et enfin, côté français, Isaac Hadjar a montré de très bonnes performances tout au long de la qualification, sauf le dernier tour. Il s'est un peu raté, ce qui est dommage, mais donc il s'en est plutôt pas mal sorti quand même. Ouais, d'ailleurs, après ce tour, l'image a quand même assez choc où il tape son volant. Les ingénieurs ont d'ailleurs voulu changer son volant. On rappelle que ça coûte à peu près 50 à 60 000 euros un volant. Donc, il a peut-être un petit peu dû se calmer. Il y a Leclerc aussi qui a tapé son volant à la fin de son tour. Et on en pense quoi quand même de cette qualif en ce moment d'Adjar, parce que c'est 5 Q3 en 6 sur les 6 derniers Grands Prix. C'est quand même une très belle performance. Serena, t'en penses quoi? Bah franchement, ouais, il fait des super belles performances, sachant qu'il est c'est toujours un rookie et il a de gros espoirs d'aller à Red Bull l'année prochaine, même si on pense que c'est quasiment confirmé. Donc ouais, il est juste en train de montrer qu'il a sa place aux côtés de Verstappen. Très bien. Et tout de suite, on va passer à l'analyse du Grand Prix. Jingle. Donc on va tout de suite avec toi, Serena, parler un petit peu du départ. Pour une fois, il a été assez mouvementé, peut-être grâce à la pluie qui a eu lieu quelques heures avant le Grand Prix. Et oui, ce dimanche, on a eu le droit à un départ haut en couleur avec pas mal d'accrochages, à commencer par Charles Leclerc et Kimi Antonelli qui se sont touchés au niveau du premier virage. Heureusement pour les deux hommes, le dépassement est resté très propre et dans les limites de piste, ce qui a permis au pilote de Ferrari de gagner 2 places. Juste derrière, par contre, Oli Berman, il a eu un peu moins de chance. En bataillant avec Isaac Hadjar, la roue arrière du Britannique est rentrée en contact avec la roue avant du pilote français. Sorti de la piste sur cette action, Oli Berman a bien failli partir en tête à queue, mais heureusement il a réussi à reprendre le contrôle de sa monoplace à temps. Les 2 accrochages ont été analysés par la FIA, mais aucune pénalité n'a été donnée. Elles ont été jugées comme de simples accidents de course et donc il n'y a eu aucune pénalité ni avant, ni pendant la course, ni après. C'est vrai que quand même ce contact pour Hadjar, ça a été un petit peu limite. Quand même, on voit quand même bien sur l'image Berman qui referme assez fort sur lui. Ça va, il a perdu qu'une position à cause de ça, mais autre qu'au premier virage, il aurait sûrement pu être pénalisé à mon avis. Ouais. Et par contre, il y a eu un autre accrochage au virage 3, juste oui. après le départ. Et oui, Parle-nous-en ça un peu plus. c'est l'accrochage qui a fait beaucoup parler entre Norris et Piastri. Parti 5e, le pilote britannique a rapidement gagné des places, allant jusqu'à batailler avec son coéquipier qui s'était élancé lui de la 3e place. Et c'est au niveau du 3e virage du coup que tout s'est envenimé. Après avoir légèrement touché l'arrière de la Red Bull de Verstappen, Norris a glissé et heurté son coéquipier et qui a esquivé le mur de peu. Et Piastri a bien fait comprendre dans les messages radio que cette action ne lui avait pas du tout plu. Et ouais, il a même demandé à ce qu'il y ait une sorte de réparation comme McLaren nous a habitués sur les derniers Grands Prix. Voilà.
Moi, c'est vrai que ce contact a été un petit peu litigieux. On va d'ailleurs revenir un petit peu dessus tout à l'heure avec toi, Camille. J'irai chercher un petit peu votre avis là-dessus. Mais là, tout de suite, on va partir un petit peu sur les stratégies. Puisqu'on a vu quand même quelques stratégies différentes au départ et pour les premiers arrêts. Et c'est toi, Enzo, qui va nous expliquer tout ça. Et ça a même commencé dès le départ avec les quelques gouttes de pluie qui ont rebattu un petit peu les cartes. Le côté gauche de la piste, habituellement sale, était nettoyé et du coup, ces pilotes qui partaient de ce côté-là avaient un coup à jouer. Quelques-uns d'entre eux ont tenté le pari des pneus tendres directement pour prendre un bon départ et essayer de gagner des places, car la position sur la piste ici est extrêmement importante. Devant, Max Verstappen a tenté de surprendre George Russell au départ avec ses pneus tendres, mais qui dit piste nettoyée par la pluie dit aussi manque de grip. Comme son peut-être futur coéquipier Isaac Hadjar, il glisse et ne parvient pas à prendre un excellent envol. La stratégie opposée au médium au départ est donc ratée. Et oui, le pari tenté au départ n'a pas fonctionné, mais Singapour est une course qui se joue quand même beaucoup dans les stands. Que s'est-il passé ensuite ? Effectivement, Singapour est une piste où il est très difficile de doubler, donc il faut maximiser la stratégie. D'autant plus que ce week-end, il y avait un autre facteur important à prendre en compte. La vitesse de la voie des stands a été augmentée, passant de 60 km/h à 80. Dans une course où l'undercut est très puissant, c'est un paramètre qui se doit d'être pris en compte. Malheureusement, cela s'est plus transformé en attente qu'autre chose. En manque de rythme, Max Verstappen est distancé rapidement par Russell, lui empêchant de pouvoir tenter cet undercut. Le Néerlandais s'arrête au tour 19 pour des gommes dures, mais ne parvient pas à sauter la Mercedes. Chez McLaren, Norris étant devant, on lui laisse le choix de s'arrêter avant ou après Piastri. Le pilote hésite le temps d'une fraction de seconde, se rappelant que le deuxième arrêt de McLaren est maudit et plonge donc en premier dans la voie des stands. Bingo, Piastri s'arrête un tour après son coéquipier, mais l'arrêt est trop long. Le pilote ressort loin derrière Norris, mais devant Leclerc et Antonelli qui suivent la même stratégie. On a eu un petit peu chez McLaren un petit peu retour, un petit peu comme à Monza. Oui. Mais bon, bonne décision quand même de Norris de décider de se faire arrêter avant. Parce Toujours, que surtout sur ça a été une piste comme grosse ça. erreur à Monza. Il a compris la leçon, c'est quand même une bonne chose. Mais il y a quand même une autre stratégie qui s'est dessinée un petit peu vers la fin de la course. Globalement, tout le monde était sur une stratégie à un arrêt. La dégradation des pneus à Singapour, elle est quand même très minime. Seulement Carlos Sainz partait sur une stratégie décalée, s'arrêtant au 51e tour et lui permettant d'accrocher quand même une 10e place, sachant qu'il avait été disqualifié. Le seul qui a tenté le deuxième arrêt, c'est Lewis Hamilton. En manque de rythme, le Britannique s'arrête une deuxième fois au 46e tour pour chausser des gommes tendres. Paris presque gagnant. Il revient fort sur Antonelli et Leclerc, mais un problème de frein lui empêche de terminer 5e. C'est ainsi que s'achève ce Grand Prix, une course loin d'être digne d'un Manicourt 2004, mais quelques paris ont été tentés en vain. C'est vrai que bon, on s'attendait à ce que tout le monde de toute façon fasse un arrêt. C'est bien d'avoir eu ces petits trucs en fin de course qui ont quand même pu donner un petit peu d'activité. Mais bon, après, c'est pas terminé comme prévu pour Hamilton. De toute façon, tu vas en parler un petit peu tout à l'heure, Camille. Et là, on va parler avec toi, Baptiste, parce que assez tôt dans le Grand Prix, il y a eu des gros problèmes pour un de nos Français. Et oui, Fabio, week-end compliqué, malheureusement, pour Isaac Hadjar, qui finit à la porte des points, donc 11e place. Parti 8e, le rookie a longtemps lutté avec Fernando Alonso pour sa place avant d'être rattrapé par de vieux démons. Au 27e tour, son ingénieur Pierre Hamelin lui annonce un problème sur sa monoplace. Isaac Hadjar perd 3 à 4 dixièmes par tour, de quoi frustrer le Français qui repart bredouille de Singapour. Et oui, week-end très frustrant quand même pour Isaac Hadjar. Et c'est pas la première fois en plus qu'il est pénalisé par son moteur. Et Isaac Hadjar et son moteur, c'est une grande histoire de désamour. On peut se dire qu'un mauvais week-end à cause d'un problème mécanique, ça peut arriver à tout le monde, sauf que c'est devenu récurrent pour le Français. Retour à Spa-Francorchamps, il est en bonne position pour amener des points à son écurie avant de dégringoler jusqu'à la dernière place suite à un problème mécanique que Racing Bulls a souhaité tenir secret d'ailleurs. Rebelote un mois plus tard à Zandvoort. Lors de la seconde séance d'essai libre, il est obligé d'immobiliser sa monoplace à cause d'une panne moteur. Un souci totalement éclipsé par le podium du Français le dimanche. Enfin, éliminé en Q1 à Monza, le vice-champion de F2 par des stands après plusieurs changements apportés à son moteur. Il avait déclaré avoir eu des problèmes avec sa monoplace depuis le début du week-end. Pour l'anecdote, lors de sa dernière saison en F2, Helmut Marko avait estimé que le protégé de Red Bull avait été lésé d'environ 80 points à cause de soucis techniques, comme si le sort s'abattait sur lui. On espère quand même revoir notre pépite française dans les points à Austin. Ouais, c'est clair qu'on espère ça. Puis il y a quand même une question où c'est quand même le moteur n'a pas été remplacé suite au problème à Zandvoort.
Ça quand même interroge. On s'est dit, ouais, peut-être qu'on a réglé le problème. Au final, non. Ça interroge quand même sur la décision de l'écurie. T'en penses quoi, toi, Enzo? Bah, c'est quand même assez interrogatif, sachant qu'à Monza, il est parti, il est parti dernier, quoi, donc ils auraient pu le changer là. Encore des problèmes pour Isaac, mais maintenant, je pense que ça ne l'empêchera pas de terminer sur une bonne note en cette fin de saison et peut-être d'accrocher le bac à Red Bull. Oui, puis c'est clair qu'il y a quand même énormément de positifs à retenir sur sa saison. Même sur cette course, finalement, quand même avec ces problèmes-là, il arrive quand même à accrocher la 11e place, ce qui est énorme, en perdant 3 4 dixièmes par tour. Donc non, c'est clair que beaucoup de positifs à retenir pour notre petit Français. Et là, maintenant, on va aller avec toi, Camille, parler un petit peu d'Hamilton et de sa fin de course. C'est un petit peu compliqué quand même. Ouais, c'est ça. Je vais reprendre aussi quelques éléments que Kenzo a pu évoquer juste avant. Donc, sur l'ensemble de sa course, Hamilton a été plutôt plat. Voilà, un peu décevant comme ces derniers temps. Cependant, vers la fin de la course, donc il a adopté une stratégie différente des autres. Il a décidé d'effectuer un deuxième arrêt pour passer sur des pneus soft et ça a légèrement changé la dynamique de sa fin de course. Il a pu très rapidement rattraper Charles Leclerc et Antonelli. Et oui, il repartait bien, pourtant le Britannique, mais il a été ralenti par un incident malheureux. Que s'est-il passé? Et oui, malheureusement pour lui, un gros problème de frein est survenu 7 tours avant la fin de la course. Il a dû lutter pour la finir. Surtout qu'il était confronté à un gros dilemme. Leclerc lui était repassé devant. Il avait certes 33 secondes d'avance sur Alonso. Donc il fallait bien qu'il gère son coup sans aller trop vite à cause de ses problèmes de frein, mais sans être non plus trop lent pour éviter de se faire dépasser. Donc Paris, on va dire à moitié réussi, parce qu'il finit 7ème avec 6 dixièmes d'avance sur l'Espagnol. Sauf que c'est pas tout. Car sur l'avant-dernier tour, il avait coupé le virage. Lorsqu'il a eu son problème de frein, il était obligé, il était contraint. Et 5 secondes de pénalité lui ont été données à l'issue de la course. Bien qu'il ait justifié ses sorties de piste liées justement à son problème de frein, la FIA n'a pas considéré cela comme un motif valable ni justifiable. Après, que ce soit Ferrari ou même lui, personne ne s'est réellement plaint de cette décision. Donc elle lui a quand même été attribuée. Donc permettant à Alonso donc, du coup, de prendre sa place et finir 7ème. Scénario plutôt décevant pour lui, étant donné qu'il avait un petit regain d'espoir à la fin, sur les derniers tours. Mais voilà, encore une fois, c'est des choses qui arrivent. Et puis voilà. Après, je vais essayer d'aller chercher un petit peu votre avis justement sur cette pénalité. C'est vrai qu'on l'a vu quand même pendant plusieurs tours couper beaucoup de virages. C'est d'ailleurs pour cette raison, pour une répétition de couper des virages sans forcément gagner du temps ou quoi que ce soit. Mérité. Alors dans le dernier tour où Alonso a été le plus proche, il a coupé aucun virage. Mais toi, t'en penses quoi par exemple, Baptiste? Bon, c'est vrai qu'on a vu Lewis Hamilton en difficulté, notamment à partir de ce problème justement. Non, pour moi, la pénalité est complètement justifiée. Il a coupé je ne sais combien de virages, même si ça n'a eu aucune incidence sur la course ou sur une possible position gagnée. Les règles sont les règles. Bon, malheureusement, est-ce qu'il pouvait vraiment faire autrement? Ça, c'est un autre débat. Mais pour moi, non, la pénalité est justifiée. Oui, non, je pense aussi la même. De toute façon, ça aurait même pu être pire. Bon, le règlement, ça va, ne donne que 4 secondes, mais il aurait quand même pu prendre plus cher. Je pense que c'est un petit peu pour ça aussi que Ferrari s'était sur cette décision. Et avant de parler aux faits majeurs, petit flash info, car ce week-end, on a eu un petit peu des actualités quand même. Déjà, sur ce Grand Prix de Singapour, il a été annoncé comme haut risque lié à la chaleur. C'est une première dans l'histoire. Cette réglementation oblige les pilotes à soit porter une veste réfrigérante ou un poids de 500 grammes. C'est une nouvelle évolution pour essayer quand même d'améliorer la sécurité des pilotes, surtout très importante à Singapour, comme on a pu le voir, l'état des pilotes après la course. En monoplace aussi, ce week-end, c'était le GP Explorer et il a rassemblé plus de 1,5 million de personnes sur Twitch et 200 000 personnes sur place au Mans. L'événement a été une grande réussite. Il a vu l'Espagnol d'ailleurs Carchez dominer tout le week-end. Pole sur les 2 courses et victoire des 2 courses. Mais aussi quand même Maxime Biaggi, je le défends un petit peu parce qu'il vient de chez moi. Tout de même quand même très proche, qui a fait une très belle course le dimanche et qui a d'ailleurs remporté le prix du public. Donc maintenant, on va passer aux 2 faits majeurs du week-end et on reste avec toi Camille, tu vas nous parler du titre constructeur McLaren, mais aussi un petit peu des tensions qui se sont élevées durant ce Grand Prix. Et ouais, Fabio, il y en a des choses à dire sur McLaren ces derniers temps. Bon, déjà, félicitations à eux. Ils ont obtenu leur 10e titre de meilleur constructeur et se placent désormais 2e dans l'histoire derrière Ferrari. Cette récompense, ils la méritent amplement, il n'y a rien à dire. Mais pourtant, au sein de l'écurie, c'est pas la joie, et ça depuis un certain moment déjà. Bon, je vais pas revenir sur la polémique à Monza ni sur l'incident au Canada. Mais encore une fois, ça s'est chauffé entre les 2 pilotes. Et ce week-end, à Singapour, les 2 pilotes de l'équipe, donc Norris et Piastri, se sont accrochés dès le départ.
He's side by side with his teammate, and Oscar Piastri is millimeters away from the wall. Yeah, I mean, that wasn't very team-like, but sure. So are we cool with Lando just barging me out of the way, or what's the go there? So we're looking at it. Let me get back to you. No further action from the stewards. As a team, we can see Lando has to avoid Verstappen, so we won't take any action during the race. We can review further afterwards. Hey, that's not fair. I'm sorry, that's not fair. Oscar will have the opportunity to review together afterwards. Focus on this race, mate. We can still have a good result here. Yeah, but if he has to avoid another car by crashing into his teammate, then that's a pretty job of avoiding. Donc voilà, Norris tente un dépassement, touche Piastri et ce dernier frôle le mur. Pas de casse, mais une tension claire. À la radio, Piastri reste froid, très froid, pas un mot. Mais on sent qu'il l'a mal pris, logiquement. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et déjà à Monza et plutôt dans la saison, il y avait eu des signes de rivalité entre les deux. Et oui, quand même, mouvement assez chaud, sauf que maintenant, c'est quand même plus un peu du chacun pour soi chez McLaren qu'autre chose. Donc la situation ne risque pas de s'améliorer. Et oui, c'est compliqué parce que maintenant que McLaren a remporté le titre constructeur, il y a une vraie bataille individuelle qui s'impose, donc entre Norris et Piastri pour le titre pilote. Et jusqu'ici, l'équipe pouvait les calmer, pouvait calmer les choses en rappelant l'objectif commun, qui était de gagner le titre constructeur. Mais ce temps est terminé, il n'y a plus rien à partager, c'est vraiment du chacun pour soi. Et un seul des deux pourra être champion du monde. Donc entre eux, évidemment, que la tension monte. Le contact à Singapour l'a encore une fois montré. Chacun pense d'abord à sa propre course, désormais. Plus la peine de faire semblant, c'est vraiment du chacun pour soi. Donc ça risque vraiment d'être chaud. Les deux sont jeunes, donc auront-ils la mentalité et la lucidité d'esprit de se dire que ça en vaut peut-être pas la peine d'aller aussi loin. Donc ça, je sais pas. Et on peut aussi se poser une autre question. Si ça continue comme ça, est-ce que les deux pilotes se sépareront ? Est-ce qu'il y en a un qui partira de McLaren ? Donc qu'en pensez-vous de cette situation entre les deux ? Toi Enzo, je sens que tu as envie d'en parler là. Moi, je trouve ça normal personnellement, j'ai souvent critiqué Norris pour son manque d'agressivité. Là, pour le coup, je l'ai vraiment trouvé hyper agressif. Direct, il part 5ème, il revient sur son coéquipier, bam, il lui montre que c'est son territoire en fait et que ça va pas être facile jusqu'au bout. Donc moi, je comprends vraiment pas la colère de Piastri, sachant que il y a beaucoup de moments dans la saison où Norris a manqué d'agressivité et Piastri est passé facilement. Donc là, je pense juste qu'il aurait dû se taire tête basse et puis continuer. Maintenant, c'est le jeu aussi parce que Norris fait pareil et McLaren a du mal à dire le dernier mot. Donc voilà, après pour revenir à ce que tu as dit, je pense pas qu'ils se sépareront parce que tous les deux ont quand même une grosse confiance en eux et personne n'a encore été détruit. À voir sur la fin de saison, mais globalement, je pense qu'ils ont la voiture, donc tant qu'ils ont la voiture, laissez-les se battre, quoi. Non, c'est vrai, puis même en interview aussi, Norris a quand même été assez violent, assez agressif. Il a carrément dit que si on jugeait que ça c'était une mauvaise action, il fallait pas faire de la F1. Donc il a raison. C'est bien, il est un petit peu provoque, il montre un petit peu ce côté-là qu'il n'a pas montré assez, je trouve, aussi cette année. Donc non, c'est bien, ça va peut-être faire chauffer un petit peu le championnat sur la fin de saison avec Verstappen aussi. Ils se mettent une bonne pression positive l'un à l'autre, ça se pousse Exactement. ça a donné le meilleur chacun, donc à voir ce que ça donne. Et maintenant, on va partir avec toi, Serena, parce que en ce moment, c'est quand même assez impressionnant de voir la forme de Mercedes. 2e place pour Russell en Azerbaïdjan, 1re place hier à Singapour. Donc, parle-nous un petit peu de tout ça. Et oui, ça fait 2 week-ends que George Russell nous sort de très belles performances. On l'a vu, comme tu l'as dit, en Azerbaïdjan, où même malade, il a réussi à remonter de la 5e à la 2e place. Et il a aussi offert à Mercedes, du coup, leur 7e podium de la saison. Et ce week-end, il a encore une fois montré ses talents en réalisant un week-end parfait. Après avoir décroché la pole position samedi avec le tour le plus rapide de l'histoire du circuit en 1 minute 29 secondes et 158 centièmes, il s'est finalement imposé devant Max Verstappen avec un peu plus de 5 secondes d'avance. Et pour la petite anecdote, c'est la première fois depuis
depuis 2018, soit 7 ans que Mercedes n'avait pas remporté de Grand Prix à Singapour. Oui. Et en plus, il y a quand même aussi son coéquipier, à Russell. Qu'est-ce que ça donne pour Antonelli ? Effectivement, même si Mercedes réalise la plupart des podiums grâce à Russell, il ne faut pas oublier Kimi Antonelli qui apporte également beaucoup de points à l'écurie allemande. Pour rappel, le rookie italien a fini à la 4e place en Azerbaïdjan et à la 5e place ce week-end. Mais il y a aussi les mécaniciens qui font un très beau job. On l'a pu le voir ce week-end justement avec le double arrêt très bien exécuté qui a permis à Russell de ressortir à la 3e place juste derrière les pilotes McLaren qui ne s'étaient pas encore arrêtés. Donc c'était vraiment un beau geste et ça leur a permis du coup à Russell de récupérer la première place. Ça, puis petite quand même recrudescence pour Antonelli après un gros down sur toute la partie européenne. Ça fait quand même du bien un petit peu de le revoir à ce niveau-là, non Baptiste ? Ah oui, ça fait beaucoup de bien, surtout que les gens ont tendance à l'oublier parce qu'il est quand même dans une grande écurie, mais c'est un rookie, donc il faut lui laisser le temps, il ne faut pas lui brûler les ailes. Et franchement, je suis très content de sa performance-là. Bon, comme tu l'as dit, ça faisait un petit moment qu'il était moins bien, donc on peut voir que la régularité, c'est pas encore ça. Ça va être son prochain axe de travail, je pense, avec la concentration et d'autres points encore. Mais on voit clairement qu'il a tout pour devenir un grand pilote. Il n'y a pas de souci. Donc oui, ça fait plaisir de voir non seulement Mercedes sur un bon rythme, et autant Kimi Antonelli performant. C'est clair. Et du coup, sinon, au niveau championnat, constructeur et pilote, qu'est-ce que ça donne un petit peu justement après ce Grand Prix ? Alors, sur le championnat pilote, George Russell continue à prendre de l'avance sur Charles Leclerc, respectivement à la 4e et 5e place. L'écart entre les deux pilotes est de 64 points et devrait continuer à grandir sur les derniers Grands Prix. Et Kimi Antonelli, quant à lui, reste 7e, situé entre Lewis Hamilton et Alex Albon. Le pilote Mercedes n'est pour l'instant pas menaçant. Et au niveau du championnat constructeur, Mercedes reste 2e avec 325 points. Mais attention tout de même à Ferrari qui n'a que 27 points d'écart avec l'écurie de Dauphine. C'est clair que ces derniers Grands Prix, quand même, ils s'envolent un petit peu par rapport à Ferrari qui était devant, d'ailleurs, quand même, l'écurie allemande il y a quelques courses. Ça fait un petit peu mal au cœur, mais bon, quand on regarde sur la piste, c'est totalement mérité, quoi. Il n'y a pas photo. Depuis Zandvoort, il n'y a vraiment pas photo. Après Ferrari, ils sont concentrés sur l'année prochaine depuis longtemps, donc ils n'ont plus d'amélioration. Je pense que ça restera comme ça. Maintenant, peut-être on aura des surprises, on ne sait pas. On verra de quoi peut nous réserver la fin de saison. Et tout de suite, on va passer au bonus-malus. Jingle. Allez, on va tout de suite commencer avec la radio du week-end qui nous a été offerte par un Alonso assez chaud quand même. Et c'est toi, Enzo, qui va nous l'expliquer. Qui d'autre que Fernando Alonso pour nous offrir la radio du week-end, nous rappelant ses plus grandes heures chez McLaren pour critiquer le moteur ou encore son fameux « All the time you have to leave a space ». Remettons un petit peu de contexte. Fernando Alonso était sur un très bon début de week-end, dans le rythme même des meilleurs dans les 2 premières séances, avant de reculer sur le samedi. Le double champion du monde s'est lancé de la 10e place, mais pouvait viser plus haut car la voiture performait plutôt bien. Malheureusement, la malchance fait partie de Fernando Alonso en 2025. Le pilote Aston Martin s'arrête au stand, mais l'arrêt est interminable, plus de 9 secondes. L'ingénieur tente alors de s'excuser en rappelant qu'il reste tout de même 34 tours, mais Alonso, probablement tendu sur le coup, lui répond que s'il continue à chaque tour de le rappeler, il déconnectera la radio. Mais d'ailleurs, il y a eu d'autres histoires, notamment avec Alonso et ses radios, c'est ça ? Exactement, ce message a été sélectionné comme meilleure radio, mais on aurait pu également sélectionner un autre du même pilote. Peu après ses déboires au stand, l'Espagnol revient sur Isaac Hadjar en perte de rythme à cause de ses problèmes moteurs. En essayant de le dépasser, Isaac Hadjar défend d'une manière plus qu'agressive pour une maigre place, frustrant Alonso qui vitupère directement à la radio, trophée pour le héros de la course. Fernando Alonso aura donc amusé la galerie à défaut de prendre du plaisir lui-même dans cette course. C'est vrai que quand même, c'est souvent qu'il nous réserve quand même des audios assez drôles. Mais là, franchement, les deux sont quand même assez forts sur cette course-là. Je pense que ça résume très bien Fernando Alonso cette année. Ah, c'est clair. Et puis maintenant, on va retourner avec toi, Serena, pour nous parler du meilleur dépassement de la course. Et oui, pour ce Grand Prix, on l'a attribué à Kimi Antonelli, qui est quand même le plus jeune pilote de la grille actuelle. Et pour le coup, il n'a pas eu froid aux yeux. Donc le dépassement a eu lieu au 54e tour. Alors que Charles Leclerc et lui se battaient pour la 5e place, le pilote italien a pris son courage à 2 mains et a dépassé le pilote monégasque par l'extérieur.
Alors même si tout a été réalisé proprement et sans grande difficulté, c'est l'endroit où le dépassement a été réalisé qui est assez audacieux, car Antonelli a décidé de récupérer la 5e place de Leclerc dans un espace assez serré de la piste qui était suivi par plusieurs virages, et il a quand même réussi malgré ça à récupérer du coup la 5e place et à garder sa voiture sur la piste. Donc très propre, très beau. Non, c'est clair, il y a eu un dépassement un petit peu similaire, c'est Biermann sur Albon. Non, mais de la courageux course. là, de la part de Ouais, non, Antonelli. c'est clair. Leclerc défend bien d'habitude, là il s'est vraiment fait avoir. Donc, Ouais, c'est ça. Surtout que Leclerc est un très frein tard, pour le coup. Et il est très bon défenseur. C'est ça, il est connu pour ça. Donc non, là, franchement, courage. C'est ça, il a porté son courage à deux mains et franchement, il y allait, ça fait plaisir. Et là, on va aller avec toi, Baptiste, pour nous parler de la maestria qui paraît quand même plutôt logique ce week-end. Bah oui, victoire tout en maîtrise de George Russell. Alors que tous les yeux étaient rivés sur Max Verstappen et les McLaren, le Britannique a imposé son rythme dès les qualifications en s'adjugeant la pole position et le record du circuit à 2 reprises, anciennement détenu par Lando Norris. George Russell est sorti de nulle part en s'offrant un tour à 1.29 158, donc en pneumatique médium au départ. Il a creusé l'écart avec Max Verstappen dès le premier relais, malgré les gommes tendres qu'avait chaussé ce dernier. Et le pilote Mercedes n'a jamais été inquiété par le néerlandais au final, ni par aucun autre de ses poursuivants. Il signe sa 2e victoire cette saison après le Grand Prix du Canada. Russell a lui-même déclaré qu'il n'avait aucune idée d'où venait la performance de sa monoplace ce week-end. Son coéquipier Kimi Antonelli a également réalisé un gros coup en terminant 5e. Non, c'est clair. Puis les points en fait marqués par Russell dans cette victoire facile, on se demande si en fait ils sont peut-être pas plus importants hors circuit quand même, parce que malgré les 25 points qu'il a marqués, il y a quelque chose qui se joue hors de la piste, un petit peu dans son écurie. Et bien sûr, ce Grand Prix de Singapour a été un tiercé gagnant pour Russell, qui a déjà signé sa 5e victoire en Formule 1. Mais il a également consolidé sa 4e place au championnat des pilotes, et donc la 2e position de son écurie au championnat constructeur, comme on l'a dit, avec Mercedes qui prend 27 points d'avance sur Ferrari. Le tout alors qu'il est toujours en négociation avec l'écurie allemande pour une prolongation de contrat. Alors qu'il y a plusieurs mois, des rumeurs envoyaient Max Verstappen chez les Flèches d'Argent. L'annonce claire du quadruple champion du monde sur son avenir a obligé Mercedes à se pencher de nouveau sur George Russell en tant que pilote leader pour 2026. Pour l'instant, les négociations traînent. Le Britannique souhaiterait continuer pour 2 saisons, tandis que l'écurie lui en propose une. En tout cas, il est probable que cette performance revienne sur la table au moment des discussions, et George Russell a adressé un petit clin d'œil à une de ses idoles et ancien coéquipier, Lewis Hamilton. Vous avez sûrement vu les photos. Donc la célébration qui était à l'identique de celle de Lewis en 2018 après ce Grand Prix de Singapour. Je tiens à rappeler aussi quand même que c'est pas le seul problème qu'il y a dans la prolongation du contrat de Russell. Il y a aussi toute une histoire autour des sponsors. Russell a dit qu'il était quand même jaloux de Max Verstappen quand on voit qu'il a le temps d'aller faire des courses au Nürburgring. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mercedes, il y a beaucoup d'obligations concernant les sponsors, être souvent un petit peu à se déplacer un petit peu de partout, et lui voudrait un petit peu plus de liberté, ce qui peut aussi se comprendre. Mais les négociations ont l'air quand même d'être compliquées. Après, vu la fin de saison, ça peut peut-être aller dans le sens de Russell quand même. Après, il n'est pas champion du monde, hein, Russell. Il n'a pas forcément son mot à dire. C'est clair. Bon, allez, maintenant, on va passer au bonus. Et on reste avec toi, Baptiste, qui nous parlait de Max Verstappen. Mais oui, toutes les caméras étaient braquées sur lui ce week-end. Max Verstappen, hantise de McLaren, ne s'arrêtera jamais de jouer aux troubles faites dans ce championnat pilote. Oublié de tous, hors de l'équation avant Monza, le néerlandais est revenu de force dans les discussions pour le titre après ses 2 victoires consécutives en Italie et à Bakou. Le quadruple champion du monde devait confirmer à Singapour, finalement privé de la pole par George Russell justement, qu'il n'atteindra jamais lors de la course. Pourtant, en pneus tendres au départ, le néerlandais, parti du côté sale de la piste, n'a pas eu l'occasion d'attaquer le pilote Mercedes. Pire encore, il a dû lutter pour conserver sa place devant Lando Norris très agressif, avant de subir les problèmes de rétrogradage de sa monoplace. Son second relais a été également pénible. Verstappen a tout de même réussi à amener sa Red Bull à la seconde place, malgré la pression mise par Lando Norris sur les derniers tours. Oui, il reste quand même un assez gros écart quand même entre Verstappen et les McLaren. Qu'est-ce qui peut quand même nous amener à y croire là ? Parce qu'on a tous quand même un petit peu envie d'y croire. Et oui, mais bien que le bilan comptable profite au McLaren, la confiance est bien du côté de Verstappen. Supermax, comme on l'appelle, continue lentement sa remontée dans le championnat. Il reprend 3 points aux Britanniques et 6 à Oscar Piastri, même s'il reste respectivement à 41 et 63 points de ses 2 concurrents. Entre Lando Norris, capable du meilleur comme du pire, et Oscar Piastri de plus en plus nerveux,
le Néerlandais a une petite marge de manœuvre à exploiter. On ne dirait pas non pour le suspense. Ah, c'est clair qu'un petit suspense de fin de saison à 3 serait quand même exceptionnel. Et pour rester un petit peu dans ce giron Red Bull, on va parler avec toi du malus de la semaine. Et on l'a attribué à Liam Lawson. Et oui, qui d'autre que Liam Lawson pour le malus. Après son superbe week-end à Bakou, le pilote néo-zélandais en concurrence pour garder son baquet chez Racing Bulls la saison prochaine, a démarré le week-end du mauvais pied. Dès la deuxième séance d'essai libre, à l'avant-dernier virage, il vient heurter le mur, cassant sa suspension et abandonnant ses chances. Le lendemain, alors que tout le monde pensait que la leçon avait été retenue, il réitère. À la sortie du virage 5, il ressort large sur le vibreur et prend un coup de raquette qu'il envoie directement dans le mur. Heureusement pour lui, les mécaniciens arrivent à réparer la voiture pour lui permettre de participer aux qualifications. Une maigre 14e place en manque de confiance et surtout loin de son coéquipier Isaac Hadjar. Alors c'est sûr que après le résultat de la semaine précédente en Azerbaïdjan, ça fait un petit peu tâche et ça fait peut-être un petit peu aussi tâche quant à sa pub pour garder son baquet chez Racing Bulls. C'est sûr, puisqu'ils sont globalement 2 en Formule 1 à être en concurrence, Yuki Tsunoda et Liam Lawson. Les deux étaient en manque de rythme ce week-end. 12e place pour Tsunoda et une 15e place pour Liam Lawson. Avec Arvin Lindblad en F2 qui commence à performer et qui plaît à Helmut Marko, la fin de saison s'annonce tendue pour savoir qui sera chez Racing Bulls en 2026. Et oui, c'est clair que cette fin de saison risque quand même d'être assez importante pour les deux pilotes. Donc on finit l'un derrière l'autre en Azerbaïdjan, là avec un petit peu plus d'écart. Et ouais, pour l'instant, ça paraît quand même plus partir sur Liam Lawson. Mais on ne sait jamais en fonction de la fin de saison. On ne sait pas. Ça va... Tout peut changer quand même. On connaît Red Bull, ils changent quand même Exactement. d'avis assez rapidement. Et tout de suite, on va passer au quiz. Alors, ça va être donc sur le Grand Prix d'Austin qui arrive dans 2 semaines. La règle est assez simple. Le premier qui parle a gagné, et bien évidemment avec la bonne réponse. Mais il faut attendre la fin de la question. Si vous me parlez avant la fin de la question, je n'accepterai pas le point. Pas de souci. Est-ce que vous êtes prêts ? Non, mais on va y aller. Est-ce qu'il y a un code pour parler ou juste Non, c'est le premier qui parle. Oh. Quel pilote a le plus de victoires sur le circuit ? Lewis Hamilton. Je suis obligé de le donner à Baptiste. Il a donné le commencé à parler en prénom. Il a dit le prénom. Il a dit le prénom avant que tu commences à dire le prénom. nom. Et ouais, mais il a commencé avant toi, malheureusement. De toute façon, il y a l'arbitrage vidéo, donc tu pourras attester de cette réponse il était après devant. l'émission. Il était légèrement devant. il était On légèrement peut que lui devant. attribuer. J'accepte moyennement. Trop rapide. On va donc passer à la deuxième question. Ce week-end, c'est un week-end sprint. Si j'ai pas de bêtises, c'est la première fois que ça arrive à Austin. Peut-être pas, je dis peut-être une bêtise. Deuxième peut-être. Ouais, Peut-être il me semble que c'est la peut-être deuxième. deuxième fois. Et je vous pose une question. Qui a gagné la dernière course sprint de la saison ? Oh my God. Piastri. Non. Max Verstappen. Oui. Ah oui, c'est vrai. Où c'était ? Je l'ai plus, mais il dépasse Piastri, il me semble, non ? Ouais. Cette saison Ouais. C'était en Chine, non? Non, en Chine, Non, c'était c'est, la première Miami. course sprint. Non plus. Non C'était à plus. Spa-Francorchamps. Ah oui, exact. J'ai complètement oublié. On a eu une belle C'était course Piastri sprint qui était en plus. pole, non ? C'est ça. C'est ça. Piastri qui Ouais, était je en m'en pole. rappelle. Max Verstappen qui dépasse Piastri et Leclerc qui C'était dépasse sous la pluie, Norris. non ? Ouais, sous Ouais. une piste un petit peu humide. C'est ça. Bien joué. Alors là, Merci. peut-être la question la plus difficile. Oh, je vais faire 0. Qui a le record du tour ? Valtteri Bottas. Oh, j'allais le dire. Alors là, on a un Baptiste quand même qui est Il a exceptionnel. révisé, hein. Je suis en feu. Il a déjà gagné le Il a quiz révisé, alors hein. qu'il reste encore que 2 questions. Il a révisé, je suis pas bon. Alors oui, effectivement, donc c'est Valtteri Bottas en 2019. Ouais, c'est il a ça. fait 1:32.029. Donc il y a eu souvent quand même des moments qui n'ont pas fait que ça puisse s'améliorer. Peut-être que ce week-end ça va je pense que s'améliorer ça avec, devrait. avec des voitures quand même Ils qui ont sont battu, devenues de plus ils ont en plus battu à rapides. Monza, ils devraient battre. Ils ont battu à Spa aussi, Ouais, ils ont ouais. battu à Monaco, ils ont Singapour. battu... Ouais. C'est ça, ils ont battu quand même pas mal de records de circuit cette année. C'est possible que ça soit encore battu. Bon, même si Baptiste a gagné, on va essayer de voir qui va pas finir à 0 points. Trop rapide. Je les avais toutes. mais Voilà, trop rapide. là, ça peut aller vite sur celle-là. En quelle année le Grand Prix d'Austin est-il arrivé en Formule 1 2012. Alors là, Allez, un On point l'a tout le tous. monde. Bon, un moi, point moi, tout tout le le monde. monde, Moi, je lègue le point, c'est bon. non, mais voilà, toi tu lègues le point. Tout le monde l'a eu à peu près en même temps. Donc Allez, là, un point j'attribue un point à tout le monde. Parce que bon, là, je peux. Là, même avec la vidéo, même avec la VAR, je pense que c'est pas possible de départager. Voilà. Question peut-être un petit peu difficile. Quel est le dernier pilote à avoir fêté son titre à Austin ?
C'est-à-dire qu'à la fin... Lewis Hamilton Ouais, c'est ça. en Lewis 2019. 2015. Non, en 2019. 2019, oui, pardon, 2019, il se gare avec le... C'est ça, 2019, oui. Bien vu, Enzo. Je me disais que celle-là, t'allais la voir. Bah, en que fait, 2019. j'hésitais avec Verstappen, mais c'est vrai que Il a pas Verstappen, eu, c'est soit le- il a eu hyper tôt, soit il a eu la dernière course. C'est Quoi. ça. Bah, en fait, il l'a eu donc à Abu Dhabi à la dernière course. En 2022, il l'a eu Au au Japon. Japon. En 2023, je sais plus où il a eu. Et en 2024 à Las Non, Vegas. c'est pas Singapour, c'est Non, je sais plus où il a eu en 2023 et 2024, c'est à Las Vegas, ouais. Donc là, bah, c'était la dernière question. Je vais quand même vous faire la question bonus. On sait Ok. jamais. Elle peut être sympa. Bon, ça va jouer à qui est le plus proche. C'est quelle est la distance. Quelle est la distance. Enfin, quelle est la longueur du Grand Prix. 5513 mètres. Ouais, Mètres je l'ai pas, mais 5 km. Ça, Alors, ça a triché. Kilomètre, waouh, Ça, ça a kilomètre. triché, là. 5513 km. Ah bah non, du Ah coup, bah non, du coup, bah alors là, c'est 5513 mètres. Du coup. 5513 mètres. Parce que 5000 mètres, ça fait 5 km. Ah ouais, parce que j'ai mal placé la virgule sur ma feuille. Ça a Non, triché c'est là. Ouais, bah, On remarque la triche. Tu as d'ailleurs été dénoncé par tes camarades. je vois ça, mais De toute façon, la rapidité de la réponse me paraissait bizarre. quand même. Ouais, très bizarre. franchement, est-ce qu'on peut considérer ça comme la triche de réviser et prendre des notes? Un peu. Un peu. Un peu. Pour un quiz comme ça, un petit peu. Ouais. Ça, C'est vrai. fort, quand même. C'est vrai que c'est Mais j'ai mal placé ma virgule sur ma feuille. Non, mais du coup, bah, point pour personne sur cette question. C'était bien 5 km, mais j'avais pas le 5513 exact. mètres. Ça fait partie des grands prix Bah, voilà. les plus longs de la saison. Ouais. Donc voilà, c'est tout pour cette émission. Merci à vous quatre parce qu'on a passé un super moment. Merci à Vos toi. analyses, vos points de vue et ce quiz. Quand même, Baptiste, bravo là-dessus. T'as un peu Merci explosé beaucoup, tout le monde. merci beaucoup. Merci à vous dans le chat aussi. Merci à Luc aussi, l'homme derrière les caméras qui a été exceptionnel aujourd'hui. Restez connectés, gardez vos moteurs allumés et à très vite sur 100% Paddock.